Visite terrain du ministre des Transports et celui des Infrastructures du chantier de l'aéroport international de Doncin. La délégation est allée constater de visu l'évolution des travaux. À la date du 1er avril, le taux d'exécution des travaux s'élève à 55%, une situation que déplore la délégation. Images et commentaires en début de journal. L'utilisation des réseaux sociaux dans un contexte sécuritaire difficile, on en parle également dans ce journal avec le fondateur de l'Institut supérieur de communication et de multimédia, Dr Syriac Paré. Il revient sur les textes qui existent et qui permettent d'encadrer ce milieu. Catholicisme, pouvoir politique et changement social au Burkina Faso, c'est le titre de la nouvelle parution du professeur Magloire Somé. Il traite de la problématique du rapport qui existe entre l'Église catholique et le pouvoir politique. On en parle également dans ce trésor. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce trésor. Le ministre en charge du transport et celui des infrastructures ont visité ce samedi l'aéroport international de Doncin en chantier depuis 2017. Ils sont allés pour constater de visu l'évolution des travaux. Pendant plus de 3 heures, la délégation a visité une dizaine de chantiers et à chaque étape, ils ont échangé avec les premiers responsables. Sur un ensemble de 26 lots, 15 sont en cours d'exécution et 11 autres attendent toujours de démarrer. Une situation que déplore le ministre en charge des Transports, Mamidriana Kamabou. Le ministre en charge des Transports sur le site de l'aéroport international de Doncin. Roland Somda est venu constater des visu l'état d'avancement des travaux. 3 heures durant, le ministre des Transports et sa délégation ont visité une dizaine de chantiers. Et à chaque étape, Roland Somda s'est imprégné de l'évolution des travaux. Après cette visite, le ministre des Transports déplore l'état d'avancement des différentes infrastructures. Sur un ensemble de 26 lots, 15 sont en cours d'exécution et 11 autres en attente de démarrage. Pour le ministre, ce chantier a connu un retard. C'est le lieu pour nous d'interpeller ici les entreprises, les missions de contrôle et aussi l'administration en ce qui concerne la MOAD. Il faut que nous puissions nous organiser de sorte à pouvoir juguler les difficultés qui nous empêchent d'avancer. C'est le lieu pour nous de rappeler aux prestataires que c'est le moment, il est temps qu'on puisse changer de vitesse et aller rapidement à l'exécution du travail à la hauteur de ce qui leur a valu l'attribution du marché. Au cours de cette visite, le ministre Roland Somda a interpellé aussi les prestataires sur la qualité de l'ouvrage. En exhortant les gens à aller vite, nous n'occultons pas le volet qualité. Nous n'allons pas accepter des travaux au rabais. C'est pour ça qu'il faut que les acteurs puissent avoir une organisation très solide et l'expertise aussi qu'il faut. Parce que pour exécuter un chantier de cette envergure, certes, il faut les engins, mais il faut aussi un personnel très qualifié et une méthode de travail. Le premier semestre de l'année 2024 était le rendez-vous donné par la Direction générale de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport international de Doncin pour la fin de travaux. Mais après cette visite terrain, cette date ne sera pas honorée car en ce jour du 1er avril 2023, le taux d'exécution des travaux est à 55%. Il nous faudra véritablement travailler à pouvoir accélérer les travaux pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ne le peuvent pas. Alors je crois qu'il nous faudra avancer avec d'autres personnes. Donc pour toutes ces inconditionnels-là, je crois que le délai, au risque de me tromper, j'allais vous proposer que nous puissions évaluer véritablement le délai en fonction de ce que nous aurons constaté comme insuffisance et correctif à apporter. Il
faut noter que le futur aéroport international de Donsin, situé à 35 km au nord de Ouagadougou, couvre une superficie de 4400 hectares. Il a une capacité d'accueil d'1 million de passagers extensible à 5 millions par an. On s'intéresse à présent à l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso. Ces dernières années, certains internautes se sont illustrés dans la publication de messages d'incitation à la haine, d'appel à la stigmatisation des communautés, appel au meurtre et bien d'autres. Et ce sont là autant de publications dangereuses, surtout dans le contexte sécuritaire actuel du pays. Pour l'atteinte des objectifs de la reconquête du territoire, il s'avère impératif de réguler ce milieu virtuel. Et des dispositions juridiques existent pour encadrer le milieu, selon les explications du docteur Cyriaque Paré, fondateur de l'Institut supérieur de communication et de multimédia. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Les réseaux sociaux ont démocratisé la parole dans l'espace public ainsi que le savoir et la connaissance. C'est l'avis du docteur Cyriaque Paré, le fondateur de l'ISCOM, Institut supérieur de la communication et du multimédia. Malheureusement, les internautes font des publications qui aboutissent à des dérives, comme l'appel à la stigmatisation des communautés ou au meurtre dans ce contexte de crise sécuritaire difficile que vit le Burkina Faso. Comment réguler ce secteur de la communication virtuelle dans une crise multidimensionnelle? Pour le docteur Cyriaque Paré, des textes juridiques existent et permettent d'encadrer ce milieu virtuel. Dès 2018, on a enregistré de profonds changements dans le code pénal qui permettent de punir, de poursuivre, de punir les dérives sur les réseaux sociaux. Donc, le cadre juridique, les instruments juridiques que nous avons au Burkina Faso aujourd'hui permettent de punir les dérives. Du reste, vous avez suivi, il n'y a pas très longtemps, plusieurs, leaders de mouvements d'OSC qui ont été arrêtés, jugés. Au-delà des textes juridiques, Dr Cyriaque Paré estime que l'autorégulation devrait avoir une bonne place dans les comportements des internautes. Elle devrait permettre à l'internaute de prendre conscience de l'importance de ce qu'il dit dans cette communauté virtuelle. Les plateformes numériques et Internet de façon générale ne sont pas une zone de non-droit. Dès sa création, il y a ce qu'on appelle la netiquette, c'est-à-dire les règles de comportement sur Internet qui contiennent un certain nombre de consignes sur comment se comporter, comment savoir vivre, les règles de savoir vivre sur Internet, que beaucoup de gens ne connaissent pas et ne pratiquent pas. Et au-delà même de ces règles, il y a le savoir vivre de façon générale. L'autre volet de cette régulation est celle de la régulation collective. Autant que les populations sont utilisatrices de ces plateformes, autant elles doivent être des instruments de régulation de ce que les autres disent, sans en arriver dans le cadre juridique, martèle Dr Cyriaque Paré. Quand vous entendez partager, ça veut dire qu'on attend de l'interaction, de la réaction des autres citoyens qui vont réagir par rapport à ce qu'on a publié. Et dans la logique des réseaux sociaux, la réaction, l'interaction, c'est-à-dire la réaction des citoyens par rapport à ce que vous publiez, est déjà un palier de régulation de ce qu'on dit. Si les citoyens réagissent négativement à ce que vous dites, ça va vous faire réfléchir. Dr Cyriaque Paré appelle la population à plus de responsabilités sur les réseaux sociaux et à privilégier l'intérêt général afin d'éviter toute dérive. Des études avaient établi que dans un groupe, par exemple, il y avait 10% de gens qui parlaient effectivement contre 90% de leur cœur, c'est-à-dire des gens qui se contentent d'écouter, de lire ce que les autres disent sans réagir. C'est pour dire que ceux qui parlent dans l'espace public aujourd'hui, notamment l'espace public numérique, ne constituent pas la majorité. C'est une infime minorité par rapport à la grande masse de ceux qui se taisent, qui consomment, qui subissent pratiquement ce qu'ils disent. Si cette grande masse-là réagit, manifeste, son approbation ou sa désapprobation
par rapport à ce qu'il fait, à ce qui est dit, à ce qui est fait, ça sera déjà l'instrument le plus efficace de régulation des réseaux sociaux. Chaque acteur joue son rôle autant qu'il le peut dans cette société, selon le spécialiste de la communication virtuelle. Des appels au meurtre et la stigmatisation existent certes, mais Dr Cyriaque Paré appelle par ailleurs à la modération, à la tempérance et à une meilleure compréhension de la société qui lutte pour une meilleure harmonie dans le vivre ensemble et de la cohésion sociale. Dans un communiqué en date du 29 mars dernier, le directeur général des impôts invitait les propriétaires des véhicules à moteur et aux redevables de la taxe de résidence à s'acquitter de leurs taxes. Selon ce communiqué, le délai au titre de l'année 2023 est fixé au 31 mars. Pour en savoir plus sur l'opération, nous nous sommes approchés du chef de service des impôts locaux du centre et celui du service de la législation à la direction générale des impôts. Fatima Tanikiema. Passé le délai du 31 mars 2023, les citoyens burkinabés qui ne se seront pas acquittés de leur taxe de résidence ou de celle des véhicules à moteur s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Au titre de la taxe de véhicules à moteur TVM, la sanction est pécuniaire et représente 25% du montant de la taxe. En ce qui concerne la taxe de résidence, il existe plusieurs sanctions en fonction des situations. C'est du moins ce qu'expliquent Laurent Bayala et Alassane Ouedraogo, respectivement chef de service des impôts locaux du centre et chef de service de la législation à la direction générale des impôts. La première sanction, c'est quoi? Ça peut être la taxation d'office, c'est-à-dire que le contribuable ne s'est pas présenté dans les délais légaux et l'administration lui fait une taxation d'office, voilà, assortie de pénalités. Et les pénalités représentent 5% des droits simples. La deuxième sanction, c'est ceux qui vont venir s'acquitter après. Et là aussi, il y aura une pénalité et la pénalité est de 25% sur le montant des droits simples. Si aujourd'hui nous sommes le 31, vous n'avez pas payé et que par ailleurs il y a un contrôle routier, un contrôle sur le paiement de cet impôt dès demain, et bien entendu vous serez dans l'obligation non seulement de payer la taxe due, et vous devez payer une pénalité de 25% correspondant à la taxe. Donc une taxe, et la taxe, on rappelle les droits, majorée maintenant d'une pénalité de 25%. Et à Laurent Bayala d'ajouter qu'une sanction est infligée également aux employeurs qui ne déclarent pas leurs employés dans le délai légal. Elle se caractérise par une amende de 100 000 francs CFA. La loi prévoit aussi que le véhicule soit immobilisé en cas de contrôle si le propriétaire n'est pas à jour de sa TVM. La taxe de résidence et la TVM sont donc des obligations pour tout citoyen burkinabé, même s'il existe des cas d'exonération, a indiqué Alassane Ouedraogo et Laurent Bayala pour les deux types de taxes. C'est le cas notamment des véhicules immatriculés au nom de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Nous avons également les véhicules des missions diplomatiques, des organisations internationales et des organismes assimilés. Il y a aussi les véhicules des organisations non gouvernementales et associations ayant signé une convention d'établissement avec l'État du Burkina Faso. Nous avons le conjoint de la personne imposée lorsque le couple vit sous le même toit, les personnes âgées de plus de 60 ans, les habitants reconnus indigents par l'autorité compétente, les personnes infirmes ou invalides, les élèves et étudiants régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement et qui ne disposent pas de revenus professionnels, les appeler au service. Toutes nos excuses, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après près de 5 mois de mise en œuvre, la phase 5 du programme suisse d'appui au secteur de la culture entame la phase de sensibilisation de son programme nommé La culture du vivre ensemble. Et c'est le village de Nayalgué à Koudgou, dans la région du centre-ouest, qui a abrité le lancement qui s'est fait à travers une projection de film. Et c'est une initiative de l'association Cinéma Numérique Ambulant. Joseph Yao et Abdoulaye Mienye. Après 5 mois de mise en œuvre, le programme La culture du vivre ensemble entame sa phase de sensibilisation à travers la projection de films et de micro-trottoirs.
Pour cette soirée marquant le lancement du programme de projection, un micro-trottoir et un film sur la cohésion sociale ont été projetés dans le village de Nayalgué. Pour Wenlasida Ouedraogo, coordonnateur du cinéma numérique ambulant, l'activité vise à créer un cadre convivial pour prêcher la parole de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est tellement intéressant, vous-même vous l'avez remarqué, les interventions, au-delà des témoignages, il y a eu même des contes, des proverbes qui sont sortis comme ça, parce que ce n'était pas l'objectif premier, mais voilà, il y a eu des contes qui ont été donnés pour permettre à la jeune génération de tirer le son. Parce que nous voulons aussi que ces soirées de projection soient comme des soirées de contes au clair de lune qui nous ont construit nous autres au village, qui ont disparu aujourd'hui. Donc c'est aussi l'occasion de recréer ces soirées de contes-là pour construire un lendemain beaucoup plus solide. Ce programme mis en œuvre par l'association Cinéma Numérique Ambulant bénéficie de l'accompagnement du Fonds de développement culturel et artistique. Le représentant de la directrice générale du Fonds, Ata David Kobena, se félicite du lancement de la mise en œuvre du projet. Le Cinéma Numérique Ambulant est un bénéficiaire de l'appel à projet dans le cadre du programme PASEC 5 avec notre partenaire, la coopération suisse. Aujourd'hui, nous voyons le fruit de ce qui a été déjà fait avec les différentes activités qui ont précédé ces capsules-là qui nous permettent de pouvoir voir un peu comment est-ce que la cohésion sociale est appréhendée ou vécue dans nos communautés. Et nous sommes très satisfaits que cette localité a été choisie pour pouvoir diffuser d'abord le micro-trottoir et ensuite ce film qui nous interpelle sur la cohésion sociale, le vivre ensemble. Notons que cette campagne s'étend sur les régions du centre, du plateau central, du centre-sud et du centre-ouest. 30 films sur la cohésion sociale seront projetés dans 30 localités. Le chef du village de Nayalgué a traduit ses remerciements aux initiateurs du projet pour le choix porté sur son village pour le lancement. Il a affirmé son engagement à œuvrer pour la cohésion entre fils et filles du Burkina Faso. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a sacrifié à la tradition. Une délégation du parti avec à sa tête le premier responsable Edi Kombouego a contribué pour le jeûne du mois de Ramadan. Les membres du parti ont fait un don de 2 tonnes de sucre à la communauté musulmane et au mouvement sunnite du Burkina Faso, une manière pour le parti de témoigner sa solidarité aux musulmans en cette période de jeûne. Une occasion qui a également été saisie par Edi Kombouego pour inviter les responsables religieux à être des vecteurs de paix. Abdoulrahim Yeye. C'est une tradition qui a été respectée par le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. En ce mois de jeûne, Edi Kombouego arrive à la grande mosquée de Ouagadougou, siège de la communauté musulmane du Burkina Faso, avec les mains chargées de 2 tonnes de sucre. Le secrétaire général de la communauté musulmane du Burkina Faso, Atimi Démé, ne cache pas sa joie d'accueillir la délégation du CDP. Au Burkina Faso, nous sommes dans une société multiconfessionnelle où vous avez plusieurs religions. Dans une même famille, vous allez trouver plusieurs adeptes de différentes religions. Donc pour cela, nous sommes des frères à ce niveau. Il est venu aider et soutenir ses frères avec ces cartons de sucre pour les aider à faire face réellement dans ces mois de prières, d'adoration, d'abstinence, à correctement faire leur jeûne. Donc nous les remercions pour ces gestes. Après la grande mosquée, la délégation met le cap sur le siège du mouvement sunnite. Ici, le don est constitué de 20 cartons de sucre. Le président du mouvement sunnite, El Hadj Oumarou Zungrana, a traduit sa reconnaissance aux donateurs et a laissé entendre que ce don permettra aux personnes vulnérables de rompre leur jeûne convenablement. Vous savez que nous sommes dans le mois béni de Ramadan, donc ils ont apporté des sucres pour qu'on puisse prendre, donner aux personnes nécessiteuses. Donc vous savez que notre pays traverse une période difficile. Les CDP viennent nous donner en tout cas des coups de main pour que les frères là aussi puissent avoir quelque chose pour casser les carèmes. En tout cas, nous remercions beaucoup au président Edi Kombouego de cette geste-là.
Du siège de la communauté musulmane au mouvement sunnite, la délégation du CDP a échangé avec les responsables musulmans. Edi Komboyogo a invité les religieux à saisir l'opportunité de ce mois de Ramadan pour faire des invocations pour la paix au Burkina Faso. Mais nous sommes venus aujourd'hui avec une demande spéciale, compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays et des incompréhensions dans la communication. Et nous avons demandé au président de la communauté sunnite de s'impliquer davantage et fortement pour appuyer les autorités de la place et demander aux uns aux autres d'apaiser dans le langage. Nous avons besoin d'unité. Et c'est un mouvement de paix, de tolérance. Et notre requête a reçu une réponse favorable. Nous souhaitons que la paix revienne et surtout que les Burkinabés, les femmes et les hommes s'unissent pour accompagner la transition afin que nous puissions retrouver la paix. Après la communauté musulmane et le mouvement sunnite, le président du CDP, Edi Komboyogo, compte rendre visite à d'autres associations musulmanes. L'objectif est de témoigner la solidarité de son parti aux musulmans en ce mois de jeûne. Parution d'un nouvel ouvrage du professeur Magloire Somé intitulé Catholicisme, pouvoir politique et changement social au Burkina Faso. L'œuvre traite de la problématique du rapport qui existe entre l'Église catholique et le pouvoir politique de 1956 à 2000. Le professeur Magloire Somé fait ressortir dans ce livre la contribution de l'Église catholique dans la gestion rationnelle de la cité. Serge Bassolé et Abdourahim Yenya. Le marché des œuvres littéraires s'agrandit avec la parution d'un nouvel ouvrage du professeur Magloire Somé, Catholicisme, pouvoir politique et changement social au Burkina Faso de 1956 à 2000 est l'intitulé de l'ouvrage. Il est composé de 444 pages et subdivisé en 10 chapitres. À travers ce livre, l'auteur aborde la problématique du rapport existant entre l'Église catholique et pouvoir politique au Burkina Faso. J'essaie de retracer l'évolution politique du Burkina avec quelques interventions que l'Église catholique a faites lorsque elle avait jugé nécessaire de se prononcer sur l'évolution de cette situation politique. Lorsqu'il y a des crises majeures, l'Église catholique se prononce sur ces crises et fait des propositions de sortie de crise. Moi, je suis historien. Je me prononce sur une question d'histoire. Maintenant, celui qui lit le livre et qui n'est pas d'accord, il peut écrire ou dire le contraire. Vous comprenez? C'est ça la science. Ça fait progresser la science. Lorsque quelqu'un écrit un ouvrage, si vous n'êtes pas d'accord, répondez par un autre ouvrage. En ce moment, ça fait progresser la science. Pour le modérateur Moustapha Gomnimbou, cette œuvre a de la valeur d'un point de vue scientifique car elle prend en compte la pluridisciplinarité et facilitera la tâche aux étudiants dans leurs recherches. Cet ouvrage rendra service non seulement aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs étudiants, mais aussi à l'ensemble de la communauté scientifique. Elle oriente aussi les décideurs, les acteurs du développement, dont fait partie intégrante l'Église catholique. Elle est aussi d'actualité au vu du contexte national et sous-régional marqué par l'insécurité et qui entraîne l'instrumentalisation de la religion tant catholique que musulmane par certains acteurs dans l'arène politique. Il faut noter que Magloire Somé est professeur titulaire en histoire contemporaine à l'université Joseph Kizerbo. Il est par ailleurs historien spécialisé en histoire religieuse contemporaine. Cette nouvelle œuvre intitulée Catholicisme, pouvoir politique et changement social au Burkina Faso de 1956 à 2000 vient porter à 2 le nombre total de ses ouvrages. Son premier livre est intitulé La christianisation de l'Ouest Volta, Action missionnaire et réaction africaine 1927-1960. Et du sport, pour clore ce journal, une centaine de femmes et filles formées en self-défense aux côtés de Ringo Club. L'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration des droits de la femme et elle a permis aux participantes d'assimiler des techniques de défense et de réaction à une attaque. Images et commentaires avec Yacine Sawadgo. Dans ce contexte à fort défi sécuritaire, tout le monde fait face au stress.
Pour pallier ce stress, l'association Ringo Club passe à la self-défense au profit de la jante féminine. L'objectif est de leur permettre d'assimiler les techniques de défense simples et efficaces pour faire face aux différentes formes de stress, conflits, violences et d'agression. L'idée est portée par l'ancienne vice-championne d'Afrique de karaté. C'est en même temps une formation et un événement qui est spécialement femmes et filles, mais qui n'est pas exclusif. Donc c'est ouvert aux garçons et vous remarquerez qu'il y a pas mal de garçons qui ont décidé d'être là, tout simplement parce que la promotion des droits des femmes demande l'accompagnement et l'investissement des hommes. Il y a satisfaction d'abord parce que ce qu'on attendait, et c'est fait, les personnes qu'on attendait sont sorties. Vous avez remarqué qu'il y a des invités d'honneur qui interviennent après chaque technique pour donner un petit message à l'endroit des participants. Et je remarque également beaucoup d'enthousiasme dans l'exercice. Une idée bien appréciée par les participantes qui n'ont que des motifs de satisfaction. C'est important de savoir se défendre. On ne sait pas à quoi on peut faire face demain. Donc pour moi c'était important de venir et d'apprendre des techniques, des tactiques qui vont me permettre demain, si je me retrouve dans une situation, de pouvoir me défendre. Je suis journaliste et on sait que des fois on peut être confronté à des difficultés. On peut amener à se défendre sur le terrain. Je pense que ça va plutôt me servir à me défendre au cas où je suis attaquée, mais pas pour attaquer les autres. C'est une très bonne idée parce que par ces temps d'insécurité, comme je le disais, c'est toujours bien de savoir se défendre parce qu'on ne sait pas où on peut aller. Même dans la rue, on peut se faire agresser. Partout, on peut se faire agresser. Donc si vous avez des petites techniques comme ça qui peuvent vous permettre d'utiliser votre propre corps, on n'utilise rien d'autre, c'est son corps. On utilise son corps pour se défendre, je trouve que c'est toujours bien. L'événement a rassemblé plusieurs dizaines d'adolescentes, de jeunes femmes et filles de 14 à 65 ans et c'était à l'occasion de la commémoration des droits des femmes dans le mois de mars. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive. Au revoir.